Alors, maintenant que nous avons vu la fonction de phase qui était nécessaire de prendre en compte pour une lentille, on va discuter l'impact de la pupille circulaire. Et là, on va faire un petit calcul analytique, un petit peu technique, mais qui sera important. Il va nous permettre de prédire analytiquement la forme de la tâche de diffraction. Alors là, on va considérer une lentille. On a vu qu'elle introduisait une phase quadratique suivant rayon. Et là, on va chercher désormais à regarder ce à quoi va conduire la taille limitée de la lentille. Alors cette lentille, elle fait focaliser les rayons sur le plan d'observation. Et si on veut connaître la tâche de diffraction liée à l'ouverture, on va suivre la méthode qu'on avait pu introduire lors du précédent chapitre quand on était dans le régime de Fraunhofer. Je vous rappelle les grandes lignes. La première chose, c'est qu'on établit la fonction de transparence pupillaire. Ensuite, on calcule la transformée de Fourier de cette transparence pupillaire et on remplace les variables kx, ky par kx' sur z0 et ky' sur z0, z0 étant la distance d'observation. Premier point, c'est exprimer la fonction transparence pupillaire. Donc là, on considère qu'on a la lumière qui passe à travers une ouverture circulaire. On va noter cette ouverture circulaire cirque, et si on veut la définir analytiquement en coordonnées traditionnelles cartésiennes, cirque, ça vaudra 1 si x carré plus y carré est inférieur à r carré. Et puis, ça vaudra 0 autrement. Or, ce qu'on voit ici, c'est que pour définir cette fonction cirque en coordonnées cartésiennes, c'est pas forcément extrêmement simple. Donc là, la symétrie naturelle du problème nous conduit à nous placer en coordonnées cylindriques. Et dans ce cas-là, on va désigner au niveau de la pupille les coordonnées par r et phi. Donc r, petit r, il va varier entre 0 et grand R, et phi va varier entre 0 et 2π. Et au niveau de l'écran d'observation, on utilisera comme notation R' et phi' pour désigner les coordonnées qui nous permettront de repérer notre image. Alors, si je reprends l'expression traditionnelle que j'ai pour la transformée de Fourier de ma pupille, je vais tout d'abord remplacer kx par kx' sur z0, ky par ky' par z0, et j'obtiens cette nouvelle expression avec des termes x', x et y', y. Ici, comme on l'a dit, c'est pas une expression en coordonnées cartésiennes qui est la plus pertinente. Ce dont on a besoin, c'est de se placer en coordonnées cylindriques. Donc, pour ça, on va faire un changement de variable. X, on va le remplacer par r cos phi, y par r sinus phi, x' par r' cos phi', y' par r' sinus phi'. Dans notre intégrale, il faut également penser à remplacer dx, dy, qui est l'élément infinitésimal de surface en coordonnées cartésiennes, par l'élément infinitésimal de surface en coordonnées cylindriques, et c'est dans ce cas-là r dr dφ. Alors, la quantité qui apparaît, alors naturellement, c'est des x', x, y', y. X', ça va valoir r', cos phi', y', y', ce sera la même chose, sauf qu'à la place des cos, ce seront des sinus qui interviendront. Donc si on fait la somme xx' plus y', y', c'est le terme qui intervient notamment dans mon intégrale, on voit tout de suite que je vais pouvoir mettre r et r' en facteur. Et qu'est-ce que j'aurai alors? J'aurai un terme en cos, cos phi' plus sinus, sinus phi'. Et là, si on connaît bien ces formules de trigonométrie, on reconnaît l'expression de
cos phi moins phi prime. Donc là, voilà, ça va déjà simplifier un petit peu notre intégrale. Après, on va utiliser encore une fois la symétrie de notre problème. On a un problème qui est à symétrie cylindrique, donc l'image qu'on va obtenir, elle sera également à symétrie cylindrique. Donc, quelle que soit la valeur de phi prime, on s'attend à avoir la même valeur pour le champ. Donc, on peut prendre n'importe quelle valeur de phi prime. On la choisit et on sait qu'on aura le champ qui, lui, ne dépendra que de R'. Alors, ça, du coup, ça va nous orienter. S'il y a une valeur de phi prime qui est plus intéressante que les autres, c'est phi prime qui vaut 0, parce que ça va nous permettre de supprimer phi prime dans l'intégrale. Donc ça nous simplifie encore une fois la vie, et on arrive à A de R', qui est le résultat de l'intégrale de la fonction de transparence pupillaire qui dépend de RFI, multiplié par exponentielle de I KZ0 RR' cos phi RdR des phi. Et là, ce que je vais faire, que je n'ai pas encore fait à ce stade, c'est que je vais prendre en compte ma fonction de transparence pupillaire. Et si je la prends en compte, vu que j'ai une fonction de transparence pupillaire binaire, ça va être très simple. J'ai juste à changer mes bornes d'intégration pour avoir des bornes qui correspondent à ma pupille. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, au niveau des bornes d'intégration, petit r, il varie entre 0 et grand R, donc entre 0 et le rayon de ma pupille circulaire. Et puis, phi, lui, eh bien, il varie entre 0 et 2π. Donc voilà, là je suis arrivé à une nouvelle expression. Par contre, je ne sais pas encore la calculer analytiquement. Donc on a fait à peu près la moitié du travail ici. Et ce n'est pas forcément encore la plus technique. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va essayer de réorganiser tout ça pour avoir des choses plus faciles à manipuler. Et on va commencer en posant une nouvelle variable, ρ, qui vaut k r' sur z0. Donc ça va nous permettre de simplifier le terme qu'on a dans l'exponentielle. Et du coup, on va avoir une exponentielle de moins i r ρ cos phi. Donc cette variable ρ, c'est une variable qui dépend de r', donc on n'a pas à jouer sur nos bornes d'intégration. Et en réécrivant un petit peu mon intégrale, c'est juste là une réécriture sur la forme, on voit que je peux je peux sortir un petit peu une intégrale de 0 à 2π exponentielle de ir ρ cos phi des phi. Et cette intégrale-là, eh bien, elle est à rapprocher de l'expression de la fonction de Bessel de première espèce et d'ordre 0. On l'avait vu quand on avait introduit les fonctions de Bessel dans une vidéo précédente. Eh bien, ici, on va l'utiliser. Donc, on reconnaît l'expression d'une fonction de Bessel. Donc, on va avoir, du coup, une intégrale qui dépend désormais uniquement d'une fonction de Bessel. Donc, ça nous a permis d'éliminer l'une des intégrations. Et pour aller plus loin, on va en faire un autre changement de variable. On va poser ici oméga qui vaut ρr. Alors ici, oméga n'a absolument rien à voir avec la pulsation. C'est juste une variable comme ça qu'on a choisie. Donc ça va nous permettre d'avoir un J0 d'oméga. Et quand on fait changement de variable, il faut faire attention, il faut aussi changer nos bornes d'intégration et ça va aussi changer notre dr. Donc on fait toutes ces petites transformations et ce qu'on voit, c'est que désormais, ce qu'on a à intégrer, c'est un oméga J0 de oméga. Et là, eh bien, ça nous rappelle une autre des propriétés des fonctions Bessel. C'est que x J0, c'est égal à la dérivée suivant x de x fois J1. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans notre cas? Appliqué à nos variables, à la variable oméga, ça va nous donner que oméga J0, c'est la dérivée
de oméga J1 par rapport à d oméga. Donc c'est ce qu'on va réintroduire dans notre intégrale. Et là, pourquoi c'est sympathique? C'est parce que faire l'intégrale d'une dérivée, il n'y a rien de plus simple. Ce qu'on obtient, c'est la fonction qu'on est en train de dériver. Donc ça nous donne directement la primitive. On sait que notre intégrale aura comme primitive, que la fonction qu'on intègre aura comme primitive oméga J1. Et les bornes, on prendra ça entre 0 et ρr. Donc quand on développe tout ça, comme on a une des bornes qui vaut 0, ça simplifie vite le calcul. Donc ça nous dit que le champ A pris pour ρ, c'est 2pi ρ carré fois ρ fois le rayon de la pupille, J1 ρ fois le rayon de la pupille. Puis là, une simplification par ρ qui apparaît au numérateur, au dénominateur. Donc là, on a quand même bien progressé. On va continuer à progresser un petit peu sur l'écriture de ce résultat et on va faire intervenir la surface de la pupille, et ce qui va nous permettre d'avoir le champ, et ce champ c'est 2 fois la surface de la pupille multiplié par la fonction Bessel de première espèce et d'ordre 1 de ρr divisé par ρr. Et si je prends l'intensité, eh bien j'ai juste à mettre au carré, et ce qu'on peut montrer, c'est que la surface au carré représente en fait l'intensité de l'onde plane initiale. Donc voilà, ici j'ai le résultat de ma figure d'intensité. Alors ici c'est exprimé en fonction de ρ, donc c'est pas en fonction des variables qu'on a sur l'écran. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en fonction de R', et puis aussi en fonction des distances de propagation Z0. Et bien pour obtenir tout ça, il suffit de réutiliser le changement de variable. On remplace ρ par kz0 sur R'. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne l'expression complète de notre formule de la tâche de diffraction qu'on va observer à une distance Z0. Donc là, oui, ce qu'on voit dans cette formule, c'est que ce ρ, ça a un peu un rôle similaire à notre kx. C'est le module de k divisé par la distance multiplié par R', qui est un peu l'équivalent de x' en coordonnées cartésiennes. Donc cette figure qu'on va obtenir, eh bien, elle porte un nom, elle s'appelle la tâche d'Airy, et on va la détailler dans la vidéo suivante.